que vous sachiez ce qui s'est passé ici. Dans l'hiver 54, il y a quelque temps, donc un ancien étudiant de l'Institut catholique de Paris m'a dit qu'un de ses plus grands souvenirs avait été l'accueil sous la houlette de l'abbé Pierre de personnes qui étaient sans abri pendant l'hiver 54 dans cette salle même. Voilà, vous n'êtes pas sans abri. J'ai la joie de vous accueillir. Voilà, et je voulais le dire parce qu'il y a 3 jours, c'était la fête du bienheureux Frédéric Ozanam, qui, vous le savez, est inhumé dans l'église où vous allez tout à l'heure participer au concert. Frédéric Ozanam est né, vous le savez, il y a 200 ans. Nous sommes dans le bicentenaire de sa naissance et une plaque vient d'être inaugurée, rue de Vaugirard, en face de l'église. Elle a été inaugurée lundi soir. C'était une demande depuis longtemps de la Société Saint-Vincent-de-Paul et voilà, cette demande a été exaucée et activement préparée. Madame la Présidente, Monsieur le Président, où est-il, le président de l'association? Where are you? He disappeared. Ah, Mr. President, welcome. Chère Odile Dupont, vous l'organisatrice de ces 2 colloques qui se rencontrent, et notamment nous fêtons ce soir, c'est un peu une table de banquet, le 50e anniversaire de l'Association des bibliothèques chrétiennes de France. Alors laissez-moi vous dire quelques mots. L'Institut catholique de Paris accueille votre congrès à une époque où nous menons, ici même, une réflexion sur la cohérence de notre campus universitaire. Si vous le souhaitez, on pourra mettre à votre disposition un certain nombre de ces plaquettes qui s'intitulent Campus 2018. C'est notre projet académique, notre projet universitaire pour les 5 ans à venir, 2013. Donc cette plaquette a été diffusée au moment, le 22 avril, au moment du 200e anniversaire de la naissance du bienheureux Frédéric Ozanam. Il s'agit de plusieurs choses. D'une part, donc surtout mettre de la cohérence dans cet ensemble universitaire, de la cohérence entre les 6 facultés, les 11 écoles supérieures associées, les 4 instituts, notamment de langue et de culture française, qui dépendent directement du recteur, également un institut de formation à la médiation, mettre de la cohérence, de la visibilité, de la lisibilité. Et ça passe aussi par la réorganisation de notre ensemble historique. Vous avez là, vous le savez, donc cet ensemble du XVIIe siècle. La première pierre de l'église Saint-Joseph-des-Carmes a été posée en 1613. Donc c'est le 400e anniversaire que nous fêtons cette année. Et les Carmes des Chaux, à l'invitation du cardinal de Bérulle, sont arrivés en 1611. Ils ont fêté une petite communauté, la communauté des Carmes de Paris s'est installée près, réinstallée rue Ferrandi. Ils ont pu célébrer l'anniversaire de l'arrivée des Carmes des Chaux il y a 2 ans. Le 400e a été fêté. Donc il s'agit de remettre de la cohérence. Pourquoi? Pour favoriser les liens entre les chercheurs, les étudiants et les enseignants, mais aussi améliorer le service de nos 5 bibliothèques, service apporté à la communauté universitaire, ainsi que l'ouverture de ces bibliothèques sur la ville. Bon, effectivement, 5 bibliothèques. Ceux qui connaissent bien la maison savent que la très belle bibliothèque, la Bossep, que vous avez pu revisiter, qui se trouve au sous-sol, est séparée de 7 étages avec la bibliothèque de théologie. Alors, on ne peut pas faire de théologie sans faire d'écriture sainte. Bon, quand on s'intéresse à l'écriture sainte, on regarde peut-être parfois un peu la théologie. Quand on fait de la théologie, on n'est pas obligé de faire du droit canonique, mais il faut contourner le pâté de maison pour aller au 22 rue Cassette dans la faculté de droit canonique. Si je vous parle également de la faculté d'éducation qui se trouve rue de l'Abbaye et qui a un très beau fonds en pédagogie, ce fonds n'est pas relié aux autres fonds, donc nous voulons mettre de la cohérence. Or, vous-même, en vous interrogeant sur la meilleure manière de répondre à votre vocation de bibliothèque chrétienne en France, le réseau mondial des bibliothèques de théologie également, puisque vous cherchez à
à organiser la cohérence et le réseau entre vos bibliothèques, vous participez donc à une même quête qui est de favoriser le goût de la recherche et de la quête de la vérité, de répondre aux besoins des chercheurs dans un contexte de plus en plus mondialisé. Vous cherchez à rejoindre des générations nouvelles, avides de réseau et d'interactivité. Je pense qu'un des défis que nous avons aujourd'hui, c'est, dans les fonds que vous avez sous votre charge, mettre de la cohérence et donc de l'ordre, mais en même temps favoriser la mobilité, l'interactivité, la circulation des relations grâce aux moyens électroniques, j'y reviendrai, entre les différents fonds. Et vous voyez, nous qui partageons la foi chrétienne, le goût de la recherche, je pense qu'il s'agit vraiment de cette image paulinienne du corps. Le corps doit être à la fois conduit par la tête, il a sa cohérence, c'est le corps de l'Église, mais l'Esprit Saint, comme le dit souvent un de mes collègues dogmaticiens, l'Esprit Saint souffle dans les jointures, dans les articulations. Donc nous cherchons à la fois la cohérence et l'interactivité. Deuxième chose que je voudrais vous dire, et j'irai plus vite, l'Université catholique doit se mettre en réseau avec les autres sources de fonds documentaires que sont les congrégations, les bibliothèques diocésaines, les diverses bibliothèques chrétiennes que vous représentez. Je vais citer l'exemple du partenariat avec les Lazaristes que nous sommes en train d'organiser. Et les Lazaristes, dans toute la famille des cousins, avec les Eudistes, les Sulpiciens, les missions étrangères de Paris, donc ils sont reliés à ce Paris du XVIIe siècle, qui est un Paris de renouveau spirituel et de renouveau également de la recherche intellectuelle, scientifique sur la tradition chrétienne et son lien avec le monde actuel. Donc nous sommes en train d'identifier les voies d'un partenariat qui permettra que les Lazaristes accueillent une partie de nos fonds documentaires. Nous sommes un peu à l'étroit ici, et qu'en contrepartie, l'université puisse apporter à la congrégation de la mission, qui dispose de ce fonds extraordinaire sur les missions fondées au XVIIe siècle, très active encore aujourd'hui au Proche-Orient, dans cette région qui est si frappée aujourd'hui par les conflits, que nous puissions réaliser un partenariat université avec ces fonds documentaires tout à fait liés à notre histoire et à nos champs de recherche contemporains. Voilà, donc je vous parle de ce partenariat parce que je pense très fortement, et les institutions universitaires, les autres institutions que vous représentez savent que le repérage des richesses documentaires se fait grâce à ces liens que nous savons tisser. Troisième point, préparer l'avenir, c'est aussi reconnaître que nous ne pouvons pas tout faire, mais que l'on doit rechercher l'excellence autant qu'il est possible sur des domaines spécifiques de compétences. Vous avez peut-être entendu parler parce que ça a été relayé dans la presse depuis la semaine dernière, nous allons vendre aux enchères une partie de la photothèque. Qu'est-ce que cette démarche? Cette démarche, c'est d'une part de nous resituer sur ce que nous recevons de ceux qui ont démarré cette université catholique en 1875, comme les 4 autres universités catholiques de France. Ils ont fait appel aux dons et la générosité a été immense. Alors je pense que les dons s'organisent aujourd'hui autrement que la manière dont les choses se produisaient il y a 135 ans, mais ce qui reste la dynamique fondamentale d'une université, c'est montrer que sans la générosité de beaucoup, que ce soit des entreprises, de petits donateurs, de gros donateurs, nous ne pourrions pas assumer la vocation qui est la nôtre. Et donc nous avons voulu d'une part exposer ce fonds de photographies qui ont été données à l'Institut catholique, garder celles qui sont en cohérence avec nos champs d'excellence, donc notamment le domaine de la Bible, de la théologie. Il y a de très belles photos, notamment de M. Touzard, Sulpicien,
égyptiens, sur les chantiers archéologiques en Terre Sainte et ailleurs dans le Proche-Orient. Mais le reste, nous préférons le confier à des institutions qui pourront acquérir des œuvres ou bien à des collectionneurs qui sauront valoriser ce que nous n'avons ni les moyens ni la compétence pour valoriser par nous-mêmes. Vous voyez l'inscription dans un réseau de donateurs, une tradition de dons, mais également le fait de pouvoir rendre à ceux qui ont plus de qualifications que nous pour mettre en valeur ces dons particulièrement précieux, leur confier ces dons et pouvoir nous focaliser sur notre métier le plus spécifique. Enfin, le chantier de la numérisation. Vous avez écouté ceux qui étaient là déjà, Olivier Artus, le vice-recteur à la recherche. Il a insisté pour que je vous fasse passer ce message qui nous intéresse tous, au fond. Que va être le chantier de la numérisation dans une université catholique, mais qu'est-ce que le chantier de la numérisation dans les institutions que vous représentez? J'ai pris conscience dans les derniers mois, comme recteur, que cette question de la numérisation est une question plus importante que je ne le pensais, et un chantier pour une université comme la nôtre. Donc je cite quelques questions. Qu'est-ce qu'une bibliothèque universitaire? Je pense qu'on peut le dire aussi de bibliothèque diocésaine, de bibliothèque de congrégation. Qu'est-ce qu'une bibliothèque universitaire quand l'accès au numérique existe chez soi et existe, pour ce qui est d'un campus, ailleurs sur le campus? On sera de plus en plus connecté, y compris dans les salles de cours, ça les enseignants l'expérimentent déjà, les étudiants font plusieurs choses à la fois, donc ils peuvent vérifier immédiatement les propos de l'enseignant, au moins croire qu'ils ont vérifié suffisamment, contester, en tout cas être en interactivité. Comment est-ce que ce contexte nouveau va changer la vocation, la responsabilité d'une bibliothèque universitaire? Comment assurer l'accès des étudiants et des utilisateurs aux banques de données numérisées qui existent déjà? Et je salue le travail qui a été fait dans de multiples bibliothèques, bon, bien sûr ici à l'Institut catholique de Paris, mais dans de multiples bibliothèques, ces réseaux de banques de données numérisées qui permettent déjà une circulation extraordinaire au niveau de la France et au niveau européen. Comment permettre à chaque utilisateur de se constituer sa bibliothèque numérique personnelle en fonction de ses intérêts, mais en restant en veille dans d'autres domaines pour ne pas être trop spécialisé. Voilà, donc beaucoup d'éléments à prendre en compte dans les années à venir, un véritable changement de génération dans les outils de consultation. C'est l'un des objectifs de l'Institut catholique de Paris à 3 ans, de réfléchir et de poser un véritable plan de développement de manière corrélée à la construction d'une nouvelle bibliothèque. En somme, il s'agit de penser la bibliothèque dans son environnement immobilier, quel espace, environnement institutionnel, pour quel projet, environnement urbain, dans quelle cité, et dans quel continent, dans quel monde, avec quelles interactions, et surtout, environnement humain, quel homme de demain voulons-nous servir, comment faire le lien entre le passé et l'avenir, comment inscrire les bibliothèques dans une tradition vivante. I'm only saying a few words in English, I'm not going to repeat everything, but for our colleagues who don't understand French so easily, I would just say a few words. You're here in a university with roughly 7,000 students in 6 faculties, and in addition 3,000 students that belong to different institutes, and one additional 12,000 students that belong to 11 associated schools. This university has prepared a university project for the coming 5 years. You can
find it on the website of Institut Catholique. And I only wanted to say that what you're dealing with, being the head of different libraries, of different kinds, of different positions within different churches, what we share in common is thinking the future, remaining aware of what we received from the past, and preparing what the function of libraries will be in the world of internet, in the world where youngsters are more internationally minded than some of us are. So how can libraries be a link between the past and the future? I hope that your Congress can help answer a few of these questions. Have a good Congress. Thank you very much, and have a good evening lunch. Evening dinner, sorry. Chers amis de la BCF et de l'ET, d'abord, permettez-moi de remercier l'Institut Catholique de Paris pour l'accueil de cette soirée, celle de notre 50e anniversaire, et aussi l'accueil demain du Congrès, qui va nous permettre de travailler avec nos amis européens, et je pense aussi nord-américains, ensemble à réfléchir justement sur les projets d'avenir. Je souhaite aussi vous remercier pour l'aide généreuse qui a été accordée par Odile et puis par les équipes de la Cato pour organiser cette soirée et organiser tout le congrès. Merci à vous. Notre association qui fête cette année ses 50 ans regroupe en fait plus de 200 membres, 200 bibliothèques qui à travers la France regroupent des universités, les 5 Cato, les facultés de théologie de l'IPT, des bibliothèques de recherche appartenant à des ordres ou à des groupes intellectuels, des UMR du CNRS. Donc, ces bibliothèques chrétiennes de tout type ont pour vocation essentiellement de... Excusez-moi, chacune de ces bibliothèques a comme vocation d'être ce qu'Olivier Artus a appelé lundi soir un croisement de compétences. Croisement de compétences entre tous les étudiants et tous les lecteurs qui fréquentent nos lieux, ceux qui ne les fréquentent pas non plus et puis qui viennent de temps en temps demander un renseignement, les enseignants, les chercheurs, et puis la ville, la cité, et toutes ces personnes-là, et les personnes en quête d'une ou de l'autre vérité, mais en réflexion. Donc là, nous pouvons avoir un rôle qui va être un croisement, un lieu de rencontre et un lieu de médiation. Médiation d'autant plus importante que l'éternelle connexion des étudiants leur permet de croire qu'ils savent tout, mais notre rôle aussi va être, et là aussi, je reprends la parole des intervenants de lundi soir, de promouvoir le discernement. On ne choisit pas n'importe quoi pour lire, on ne choisit pas non plus n'importe quoi sur Internet. Et là, nous avons là un rôle de médiation pour leur permettre d'avancer. Le document imprimé reste encore, malgré la naissance de toutes les bibliothèques numériques, qui va prendre, à mon avis, encore beaucoup de temps, représenter un travail gigantesque et représenter aussi des sommes colossales, va prendre encore du temps et il nous faut être l'intermédiaire pour ces jeunes lecteurs vers l'imprimé, vers le visuel fixe, le papier, car dans l'immédiat, c'est encore un outil de travail. Nos bibliothèques sont des lieux de travail, sont des lieux de réflexion. Pour les communautés académiques qui nous fréquentent, je parle pour les cathos et je parle pour les bibliothèques diocésaines surtout, pour des communautés de vie, dans les congrégations, les monastères, les couvents, et puis dans les diocèses, lieux de formation pour clercs et laïcs qui s'engagent dans une diffusion, dans un travail pour la diffusion de la parole. Nous sommes dans un lieu d'engagement, dans un lieu militant, et nous avons un énorme travail à faire
La bibliothèque, je voulais le dire et le rappeler, n'appartient pas à son bibliothécaire. Elle appartient à l'institution qui l'a fait naître, qui l'a fait grandir, qui la pousse à grandir et à sortir de ses murs, et parfois qui la voit mourir. Donc il faut lutter contre ces morts de bibliothèques. C'est l'un de nos objectifs, c'est l'un de nos projets. Toutes ces bibliothèques ont des richesses inestimables. Il y a les acquisitions quotidiennes que nous faisons au fil des années, tout le monde dans la salle le sait ce que ça représente. Mais il y a aussi ces héritages patrimoniaux riches d'un passé original, d'une pensée qui n'est pas présente partout, mais qui depuis 2000 ans est constamment retravaillée par des gens, et chaque fois dans une nouvelle originalité. Toutes ces bibliothèques méritent d'être diffusées au-delà de nos murs, et là, il y a un énorme pactole intellectuel à diffuser sur le numérique, et qui est, lui, très original. Donc, pour moi et pour l'essentiel, les bibliothèques de sciences religieuses sont des outils de travail pour les communautés en formation, pour les gens en formation et en évolution. Elles portent aussi cette responsabilité donc, du patrimoine. Depuis 50 ans, notre association a vu se transformer les bibliothèques. Bibliothèques menées par le professeur d'écriture sainte du séminaire, et puis un jour par une religieuse d'une congrégation active qui prend le relais, et puis maintenant par une pléthore de jeunes laïcs, salariés, qui font un travail de professionnels. Nous avons vu le développement de cette professionnalisation, nous voyons maintenant la réalité de réseau, et nos bibliothèques réfléchissent actuellement, les bibliothèques diocésaines en particulier, à la création de portails régionaux pour ouvrir leur documentation vers l'extérieur, et là, il y a vraiment un joli travail à faire. Voilà, donc chacun a son rôle à jouer dans un réseau, université, bibliothèque de recherche, bibliothèque diocésaine, bibliothèque de vie religieuse. Chacun à son échelle, chacun dans son domaine, est une petite pierre à un édifice. Les réseaux de catalogue sont un premier pas. J'ai rencontré pendant l'été un chercheur en histoire du livre qui m'a dit « Mais vous n'imaginez pas la transformation de la recherche depuis la création des grands catalogues. Maintenant, on ne part plus à l'aventure, on sait où on va. » Donc ça, c'est une parole positive, parce que ce n'est pas un jeune chercheur, c'est quelqu'un qui a une vraie carrière derrière lui. Et pour lui, qui a partagé un chantier bénévole avec nous en Ardèche, c'est une véritable richesse. Donc continuons à créer des catalogues, continuons à ouvrir nos murs vers l'extérieur. Les bibliothèques diocésaines les bibliothèques chrétiennes suivront le destin de leurs institutions, le devenir de ces institutions dans la recherche de cohérence et d'équilibre et dans la création de réseaux. À chacun d'entre nous de travailler au développement de tout cet ensemble documentaire. Voilà. Je vous remercie. First of all, do I need a microphone or can you understand me without? Without. Okay. It makes it more easy. I did not prepare such a long speech as my... Very well. Yes, it's your birthday. So I will say only a few words and I will try to do these words in French. Mon vieux, le recteur de l'Institut catholique de Paris, je suis très reconnaissant de votre hospitalité ce soir et les jours prochains. Vous avez raconté quelque chose de votre intention pour la bibliothèque de l'ICP. Nous vous souhaitons beaucoup de succès et beaucoup de sagesse pour atteindre votre but. Chers collègues de l'Association des bibliothèques chrétiennes de France, peut-être vous êtes un petit peu désappointés parce que le président de PEF n'est pas le vice-président de notre association, comment il est indiqué par votre website. Mais un Hollandais
qui ne parle pas bien français. Toutefois, les félicitations que je vous porter au nom de BEF, l'Association des bibliothèques européennes, pour votre 50e anniversaire sont sincères. 8 ans après la fondation de l'ABCIF, la jeune association était un des fondateurs de la Conseil international des associations de bibliothèques de théologie, la précurseur de BEF. Le bureau de BEF et tous ses membres vous félicitent de tout cœur et vous souhaitent plusieurs années productives. Chers amis de BEF, je suis heureux de vous accueillir tous ici en si grand nombre. J'espère que nous pourrons avoir une bonne conférence. Dear American friends, I'm delighted that you have come with so many people to visit this conference. We are pleased with your interest. ATLA has always shown to BEF and other library associations all over the world. And we are grateful for the support we received from our American sister society. In the modern world of information technology, library problems are no more confined to one country or to one continent. A close cooperation between libraries worldwide is necessary. Je tiens à remercier EBSCO et les maisons d'édition Brepost van Turnhout et de Gruyter de Berlin qui a été rendu possible cette conférence de BEF. Je tiens à souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui vont contribuer à notre conférence. Je veux remercier toutes les personnes qui ont assisté avec la conférence, avec la préparation de la conférence. Et ensuite, je veux remercier Odile Dupont, la réviseur infatigable de cette conférence. Je vous souhaite un bon